Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Vosges DSX 625 de 2025. C'est parti! Les amis, aujourd'hui, je vous présente de nouveau une machine très récente et ça, comme d'habitude, grâce à l'un de mes abonnés. Merci à lui d'avoir fait plusieurs heures de route afin de me ramener ce modèle, c'était super sympa de sa part. Donc si je vous parle de Vosges, je pense que la plupart d'entre vous maintenant vous connaissez. Il s'agit d'une marque chinoise qui devient de plus en plus populaire en Europe. Vous m'avez peut-être déjà vu tester la DS 500. Aujourd'hui donc on est sur un modèle plus récent de 2025, elle vient à peine de sortir et ça introduit également un nouveau moteur, donc nouvelle cylindrée appelée 625. Pour ceux qui ont déjà vu le test de la DS 500, vous voyez qu'au niveau de l'esthétique ça reste très similaire, bien que je pense qu'il n'y ait pas une seule pièce équivalente. Ça ressemble beaucoup à quasiment tous les autres trails modernes habituels, c'est assez consensuel. La moto n'est pas moche pour autant. Aujourd'hui en plus elle est dans une finition sable, enfin marron sable, qui est plutôt cohérent avec le reste du design de la machine. Donc vous voyez bien sûr qu'il s'agit d'un trail, on va dire mi-trail urbain, mi-trail aventure, vu que là on a à l'avant une roue en 19 et non pas en 21. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette nouvelle machine n'est pas équipée d'un 625 cm3, mais d'un 581 cm3. Très souvent, Vosges triche un peu sur les dénominations et fait croire qu'on a plus de cylindrées que la réalité. La précédente, la 500, ne faisait que 471. Celle-ci, donc la 625, ne fait que 581. Donc ce moteur est toujours un bicylindre en ligne à refroidissement liquide alimenté par injection. Il est calé à 270 degrés et il peut produire jusqu'à 63 chevaux. Donc ça reste modeste, c'est pas une machine de sport, mais c'est quand même déjà plus performant que sa petite sœur, la 525, qui elle ne produit que 47,5 chevaux. Bon, si vous connaissez un peu le marché des motos et surtout les motos chinoises actuellement, vous savez que la plupart de ces modèles sont très bien équipés d'origine. Donc sachez que le modèle que je vous présente aujourd'hui est d'origine, à l'exception du déflecteur supplémentaire qui est devant moi et du top case. Sinon, tout ce que vous voyez sur la machine est d'origine et il n'y a pas eu d'accessoirisation ou de supplément. La moto est très bien équipée d'origine. Concernant la prise en main, il n'y a pas de réelle surprise. La machine est aussi facile que quasiment toutes ses homologues. Donc on a bien sûr une position typée trail. On est relativement haut au niveau de l'assise. Vous voyez que là je peux toucher d'un pied. Moi je mesure 1,70 m. Néanmoins la selle est relativement fine. Le réservoir ne vous écarte pas les jambes, on est facilement installé sur ce modèle. Vous voyez que le guidon devant moi est gigantesque, donc on a vraiment un excellent bras de levier. Et les repose-pieds, eux, sont dans une position neutre, donc franchement, c'est intuitif, on se sent tout de suite à l'aise. Et bien que la moto soit un peu haute, c'est que très peu pénalisant. Surtout qu'elle n'est pas si lourde que ça, elle pèse 206 kg tout plein fait. Donc aujourd'hui, on doit avoir 1 ou 2 kg de plus avec les quelques accessoires supplémentaires. Et franchement, ça reste modeste dans cette catégorie. La plupart des motos de ce genre pèsent dans les 210 kg. Alors là, je suis dans mon premier rond-point et tout de suite, c'est ultra facile. Ça se manœuvre tout seul. On retrouve bien là la même architecture que la plupart des trails modernes, hein. Bien que ce soit des machines un peu imposantes, c'est ultra facile et je comprends que la plupart des gens maintenant désirent ce genre de machine car c'est vraiment super simple. Même un débutant s'en sort tout de suite.
Cette position permet aussi, si nécessaire, de se retourner afin de vérifier vos angles morts. Vous pouvez quasiment vérifier ce qu'il y a carrément derrière vous. La position est très facile. On a les rétros d'origine. Vous voyez qu'ils sont dans une finition assez quelconque, hein. On pourrait retrouver les mêmes sur un Roadster. Ils sont néanmoins bien placés, ils sont suffisamment sur l'extérieur. J'ai environ que 5-10% de chaque miroir qui reflète mes bras. Ils sont bien placés. Sur ce modèle, il n'y a pas non plus d'extravagance esthétique, donc on retrouve l'échappement sur le côté droit. Il a une taille standard, le bruit est relativement quelconque, en même temps la moto est homologuée Euro 5+. La seule petite particularité, ce sont les protections par chaleur qui sont en imitation carbone. Donc là, je me déplace à très faible allure, franchement, le bruit est très faible. Bon, par contre, vous entendez tout de suite que la boîte de vitesse, elle claque pas mal. Là, je viens de passer de la 1 à la 2, on a eu un bruit un peu sec. La 3, c'est pareil. La 4, même chose. 5, 6, bon. Ça diminue à chaque fois qu'on monte un rapport, mais c'est quand même assez audible. Et c'est d'ailleurs plus audible lorsqu'on monte les rapports que ce qu'on entend quand on les descend. C'est un peu surprenant car sur beaucoup de machines concurrentes, c'est l'inverse. Ici, nous sortons de l'agglomération. J'accélère un peu. Ça a l'air efficace. La sonorité de nouveau est assez banale. Donc je vous en ai déjà parlé, devant moi on a une extension pour la bulle. Sachez que la bulle d'origine est réglable sur 2 positions, actuellement elle est au plus haut. Et avec cette extension, j'ai très peu d'air qui arrive sur moi. J'en ai pas au niveau du torse, j'en ai un peu sur les bras, un tout petit peu sur le haut du casque, c'est plutôt correct. Mais je comprends que le propriétaire ait rajouté cette extension, car vous voyez que pour le look, ils ont fait un creux, et donc logiquement l'air devrait arriver directement vers mon visage. Nous arrivons maintenant sur le passage habituel à basse vitesse, donc je suis en 2e. Ça se manœuvre très bien. Sur cette machine, on a des pneus assez fins, donc à l'avant c'est du 19 en 110 et à l'arrière c'est du 17 pouces pardon, en 150. Donc maintenant les amis, on va essayer de faire une accélération afin de voir comment ça se comporte. Sachez que sur cette machine, on a 2 modes d'injection. Un mode E pour Eco et on a un mode S pour Sport. Donc le propriétaire me disait que lui, il ne distingue pas réellement de différence. Donc on va essayer de voir si on a vraiment une différence de chrono, une différence de ressenti. Je vais faire une première accélération donc en Eco et dans l'autre sens en mode Sport. Donc mis à part ce mode, on a aussi en sécurité l'ABS, bien sûr, c'est obligatoire, et on a aussi un traction control qui peut être désactivé si on le désire. Là bien sûr je laisse tout activer, j'ai aucune raison de me mettre en danger. Donc je rappelle, elle pèse environ 206 kg pour 63 chevaux. Allez, c'est parti, et il n'y a pas de shifter sur cette machine, hein. En avant. Bon, déjà la bonne surprise, c'est qu'on peut monter un peu dans la zone rouge. Je m'attendais en arrivant à un peu plus de 8000 à me taper le rupteur instantanément. Eh bien non, on peut monter un peu plus haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sinon l'accélération était normale, pas d'exubérance. On va refaire la même chose en mode sport. Avant ça, un petit demi-tour. Donc de nouveau, vous voyez que du haut de mon 1m70, je peux soit avoir la pointe des pieds qui touche, soit un pied bien à plat et l'autre sur le frein. Maintenant, je braque à fond. Voyons si on arrive à rester sur la route.
Ah, c'est limite, hein. Je passe très très proche du bord. J'ai testé sur le même lieu hier une Transalp 750. La Transalp braque beaucoup mieux, pour vous donner un quoi, je trouve même plus mes mots, pour vous donner un comparatif. Allez, donc je me remets maintenant en mode sport, donc il suffit d'appuyer sur mode et on est reparti. Ensuite j'ai bien sûr testé le freinage, enfin même procédure qu'habituellement. À la sonorité il n'y a pas de différence, c'est parti. Maintenant je freine, frein arrière ça freine déjà plutôt bien, frein avant, bah, le frein avant est très correct, hein. Franchement je suis surpris, hein. Vous voyez que cette moto est quand même plutôt bien équipée. Ils ont voulu mettre pas mal de pièces qui viennent d'équipementiers reconnus. On a du Nissin à l'avant, on a un double disque. Et là je vais refaire un petit freinage, donc je freine que de l'arrière. Et déjà la sensibilité est plutôt bonne. Ouais, ça freine pas mal, hein. Bon, pour continuer rapidement sur le frein, vous voyez que les leviers, frein et embrayage sont également réglables en écartement. Donc franchement, au niveau ergonomie, c'est pas mal. Par contre, pour revenir sur les performances, bien comme le propriétaire, je ne distingue personnellement aucune différence de comportement entre éco et sport. Donc on va rester en sport pour le reste du test. Mais finalement, je suis pas vraiment convaincu que ça serve à quoi que ce soit en fait. Allez, un petit rond-point. Je passe la 2. Ça se bascule tellement facilement. Les pneus, ce sont des Metzeler. Donc de nouveau, comme je vous disais, ils ont vraiment voulu mettre des équipementiers reconnus. Donc de nouveau ici, je suis à 70 et j'ai presque pas d'air qui arrive sur moi. Je vais essayer de me mettre debout pour voir. Ah ouais, j'espère que vous entendez la différence, c'est bluffant. La protection est vraiment bonne avec cette petite extension. Là, d'un seul coup, je suis en surchauffe parce qu'aujourd'hui on est en été, en plus il fait beau. Et oui, il fait beau en Normandie. Dès que je me mets debout, là j'ai énormément d'air. Concernant les commodos, sur cette machine, ça me fait un peu penser à ce qu'on aurait sur certaines Zontes. On a des commodos rétro-éclairés. Sur la gauche, ce qui gère l'éclairage. On a aussi de quoi naviguer dans les différents paramètres du tableau de bord. On a également le klaxon et les clignotants. Sur la droite, feu de détresse, coupe-circuit, démarreur. On a également l'allumage des feux longue portée qui sont d'origine sur cette moto. Le tableau de bord devant moi est confié à un écran couleur, mais c'est pas un véritable écran comme le moniteur de votre ordinateur ou de votre smartphone. Là c'est plus simple. On a l'impression d'avoir un affichage digital un petit peu comme sur un magnétoscope ou quelque chose des années 80-90. Je sais pas en fait si c'est vraiment l'écran qui est avec une signature visuelle comme ça ou si c'est juste du cristaux liquide à l'ancienne. J'ai un peu de doute là-dessus. Mais là pour l'instant, esthétiquement, ça fait vraiment penser à un écran entre guillemets bas de gamme. En plus, on a un traitement mat sur l'écran. Lorsqu'on est à l'ombre, on voit très bien. Mais lorsque le soleil vient vraiment à taper directement dessus, vous êtes juste face à un miroir. On ne voit plus rien. Ça, c'est vraiment pénible. Au niveau des informations, on a bien sûr la vitesse, le compte-tours, le rapport engagé, la température du liquide de refroidissement, on a la jauge de carburant, une horloge, la température extérieure, la pression des pneus, ça c'est vraiment pas mal sur une moto à ce prix-là. Et ensuite, bien sûr, les informations concernant les différents trips et le mode sélectionné. Donc c'est assez complet. On a même la consommation moyenne. Donc franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher en termes d'infos. J'ai juste un peu de mal avec cette esthétique. Je me demande vraiment s'il s'agit d'un véritable écran qui pourrait afficher autre chose ou si c'est un truc semi-fixe comme on a parfois sur d'autres motos entre guillemets bas de gamme. Alors ici, j'arrive dans un passage de nouveau à basse vitesse.
Le moteur est relativement souple, je dirais que c'est classique pour un bicylindre en ligne à 270 degrés. Il faut finalement juste éviter d'être en dessous des 2000 tours. C'est assez banal. Ici, je sors de l'agglomération, je suis en forte pente, j'accélère à fond. Et donc là, je suis en 4e. Donc les relances sont tout à fait correctes, hein, même en restant sur les bas régimes. Là, j'ai pas dépassé les 5000 et ça fonctionnait déjà plutôt bien. Je ralentis à 30. Les suspensions ont l'air d'être de qualité. On a à l'avant une fourche inversée réglable de chez KYB ou Kayaba. Et à l'arrière, on a un amortisseur qui lui aussi est réglable, un amortisseur avec une bonbonne séparée. On a le réglage directement accessible sur le côté. Malheureusement, il n'y a pas de molette de réglage pour le faire sans outil. Et ça a l'air également assez efficace. Là, je suis encore sur un Dodan et ouais, c'est confortable, c'est pas tape-cul. Même si je prends un Dodan à 45-50, sans lever mes fesses de la selle, je suis encore dans un bon niveau de confort. C'est pas trop mal et ça s'enfonce pas non plus exagérément lors des freinages. Pour l'instant, la suspension me semble vraiment très bonne pour une moto si peu chère. Maintenant, me voilà dans une situation, me voilà dans une succession de virages. Je ne sais plus parler aujourd'hui, moi. Allez, j'accélère, je suis toujours en mode sport, même si je suis pas sûr que ça change grand chose. Le freinage est rassurant. La moto passe d'un angle à l'autre assez bien. Après, c'est sûr que c'est pas non plus aussi fluide que sur un Roadster qui sera en 17 pouces, mais on n'en est pas si loin. Après, il est vrai que cette 625 ne paraît pas beaucoup plus performante qu'un équivalent en 500. On a peut-être un petit peu plus de couple, un peu plus de coffre, mais c'est pas transcendant en termes de performance. Encore un rond-point. C'est vraiment dans les ronds-points que c'est le plus hallucinant à quel point elle se couche toute seule. Et on va dépasser cette voiture. Enfin, parce qu'elle m'a laissé faire, parce que là c'était une Golf R. Je pense que s'il avait voulu, il pouvait m'atomiser. Il y a quand même des vibrations qui remontent pas mal dans les repose-pieds et un peu dans le guidon quand on dépasse les 6000 tours. Encore un petit freinage. La redescente des rapports ne fait qu'assez peu de bruit, contrairement à la montée, ce qui est toujours aussi surprenant. La sonorité de l'échappement est correcte quand on fait un petit peu l'imbécile. Ouais, c'est fun comme machine, ça manque juste d'un petit peu de sonorité. Après, ce qui est agréable, c'est qu'elle est quand même assez rassurante. Même en accélérant très très fort, on se sent jamais dépassé par la moto, elle n'a pas de réaction bizarre. Bon, après, si je dois trouver pour l'instant un point faible sur cette machine, c'est peut-être la selle. Elle est assez vite désagréable. Là, je roule depuis à peine une petite demi-heure et j'ai déjà un peu mal aux fesses, ce qui est très rare. D'habitude, je peux rouler pendant des heures, même sur des selles assez fermes, sans que ça me fasse rien du tout. Et là, j'ai déjà un petit peu mal. Allez, on va monter sur l'autoroute, donc je dois faire attention parce que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de trafic, enfin surtout dans l'autre sens. Des gens qui doivent partir en vacances. Je me colle tout de suite en 6e. Donc de nouveau, la protection est très 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 bonne. J'ai presque pas d'air sur le casque. J'en ai juste un peu sur les jambes forcément.
vais faire un dépassement et je réaccélère à fond pour voir comment ça se passe. De nouveau sur les mi-régimes, hein, c'est vraiment pas mal. On n'est pas obligé par exemple de redescendre d'un rapport pour reprendre de la vitesse, hein. C'est efficace. Et comme je vous le disais, on a un bon niveau de protection. En plus les pare-mains sont d'origine, donc j'ai pas non plus trop d'air sur les doigts. Ça peut être efficace l'hiver. Ce qui est un peu dommage par contre, c'est que cette moto n'est pas équipée de poignées chauffantes. Je trouve qu'ils auraient dû y penser. Bon, par contre je me demande si le compteur n'est pas un peu faussé, car là vous voyez que je suis les autres et je suis déjà à 116. Je pense qu'il doit y avoir facilement 7-8 km/h d'écart avec la réalité. Donc finalement, mis à part la selle qui n'est vraiment pas confortable, bah, c'est une machine qui peut s'utiliser sur de longs trajets sans réel problème, hein. Vu qu'il s'agit d'une moto moderne, l'intégralité de l'éclairage est bien sûr confiée à des LED. On a un feu très moderne à l'avant. Le propriétaire me disait que ça éclaire assez bien de nuit. En plus, on a les longues portées d'origine si nécessaire. On a également des clignotants à défilement, et ça d'origine. On va maintenant faire une dernière accélération. Allez, c'est parti. De nouveau, hein, quand vous avez vraiment besoin de perf, vous montez dans les tours et ça le fait. Mais je trouve que justement ce moteur se débrouille mieux sur plutôt les mi-régimes. Moi je me sens que rarement la nécessité de monter à 8000 ou au-delà, hein. Mais bon, ça reste plutôt bien dimensionné pour une utilisation, j'allais dire, quotidienne. Ce moteur ce moteur 625, qui je le rappelle ne fait que 581 cm3, est plutôt agréable et plutôt efficace. Du moins, je le trouve bien plus sympa que le moteur qui équipait la DS500 que j'ai testé il y a quelques années. Maintenant, au niveau de l'équipement et des aspects pratiques, il va falloir que je prenne 2 minutes pour en parler, car cette moto, comme je vous l'ai dit, est très bien équipée. On a déjà, en termes de rangement, la possibilité de démonter la selle, et en dessous vous avez un tout petit rangement, et vous avez aussi 2 clés qui sont fournies afin de pouvoir démonter certaines pièces. Mais c'est pas pour rien que sur les trails on rajoute souvent des valises et des top cases, parce que d'origine il n'y a pas grand chose en rangement. D'ailleurs aujourd'hui vous voyez que la moto est équipée de support de valise, elle a aussi le support de top case. Donc le support de top case, si je ne me trompe pas, c'est d'origine sur la moto. Le support de valise, c'est une option qui a été offerte par la marque au client. Donc il semblerait que ce soit possible de négocier pour l'avoir gratuitement. Par contre, Vosges ne semble pas vendre de valises. Donc vous devez ensuite en trouver des adaptables sur les supports. Si vous souhaitez rouler avec un passager, de nouveau, il n'y a pas réellement de difficulté. Vous voyez que la selle est relativement large. On a un support derrière qui fait aussi office de poignée. Le seul petit bémol, c'est la hauteur des repose-pieds qui est assez haute. Devant moi, dans le carénage, je vous en ai déjà brièvement parlé, on a une prise 12 volts. On a également une prise USB, et tout ça est d'origine sans supplément. Et la particularité de cette machine, vous avez intégré dans le carénage à l'avant une caméra. Et donc cette caméra filme en permanence ce qu'il y a devant vous, et ça enregistre tout dans un boîtier qui est sous la selle. Ça vous permet bien sûr d'avoir des images si jamais un jour vous avez un litige lors d'un accident. Et de nouveau, tout ça est d'origine sur la moto. Au niveau de la consommation, ça reste très modeste. On a un réservoir de 17 litres et une consommation établie entre 4 litres et 4 litres 7 au 100.
Le propriétaire me disait, en faisant vraiment de l'éco-conduite, qu'il arrivait même à être un peu en dessous des 4 litres. Donc finalement, c'est relativement sobre. Donc tout l'équipement que je viens de citer, plus les équipements techniques qui, je le rappelle, sont relativement haut de gamme pour le prix. Donc on a les étriers Nissin, on a des pneus Metzeler, on a un système ABS de chez Bosch. Vous voyez qu'ils ont pas lésiné, ils ont mis quand même du matériel de qualité. Et cette moto coûte 7000 €. Et là, pour le coup, je ne connais quasiment pas d'équivalent à ce prix-là. Il y a beaucoup de concurrence dans ce segment, mais aucune n'est aussi bien équipée. Je rappelle, on a même la pression des pneus. Il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher à cette machine, si ce n'est, j'aurais aimé, comme je l'ai déjà dit, qu'il y ait des poignées chauffantes et un shifter. Je pense que c'est les deux seules petites choses qui peuvent manquer sur cette moto. Donc 7000 €, c'est vraiment bien placé. Par contre, ce qui est incompréhensible, c'est la différence tarifaire entre sa petite sœur, la 525, et celle-ci, la 625. Car il n'y a que 300 € d'écart. Vu que cette 625 est bridable pour le permis A2, pour moi, il n'y a quasiment aucun intérêt à prendre la 525. Bon, après, vous allez me dire que je donne un avis sans l'avoir testé, et c'est vrai. D'ailleurs, si quelqu'un a une 525 à me prêter, je serais ravi de la tester et de voir les différences. Mais là, à la lecture des fiches techniques, je ne vois pas d'intérêt à prendre la petite. La grosse, enfin la 625, semble quasiment au même poids, avoir de meilleures performances, meilleur couple, une consommation quasi identique. Donc, aucune raison, du moins sur la fiche technique, de prendre la 525. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour de cette DSX 625. Si vous avez des questions ou des remarques ou un avis, enfin si vous avez quelque chose à raconter, l'espace commentaire est là pour ça. Je rappelle que le test de cette machine a été rendu possible par le prêt d'un de mes abonnés. Merci encore à lui d'être venu jusqu'ici en Normandie, près de Rouen, afin que je puisse vous la présenter. Si d'ailleurs, comme lui, vous avez un véhicule, que ce soit moto, voiture ou autre, que vous aimeriez me voir présenter en vidéo, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. C'est clairement grâce à vous qu'il y a autant de diversité sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien sûr à la partager sur les différents réseaux sociaux. Mettez également un pouce vers le haut. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, on se retrouvera dès la publication du prochain test. V à tous et à bientôt. Finalement, pour moi, le seul vrai reproche que j'ai à faire à cette machine, c'est l'écran. Si parmi vous, il y en a qui réussissent à me dire si c'est un vrai écran qui pourrait afficher n'importe quoi ou si c'est juste un truc prédéfini comme je le crois, n'hésitez pas, si vous avez cette info, à la partager. Et si jamais il s'agit réellement d'un vrai écran qui pourrait afficher n'importe quoi, il faut absolument que Vosges revoie son équipe de designers sur l'application, car là ça fait daté et très bas de gamme. C'est dommage si c'est le cas.